Ok. Eh bien, bonjour à tous. Merci de m'accueillir dans votre établissement. On va être ensemble jusqu'à 15h15, dernier carat, parce qu'après, il faut que je reprenne le train à Rennes pour rentrer chez moi à Paris. Et donc, je suis venue, donc je vais me présenter, je m'appelle Claire Bichat. Je ne vous dis pas la fonction que j'occupe dans un laboratoire qui s'appelle le Généton, qui se trouve à Évry, à 24 km au sud de Paris. Par contre, je suis venue vous présenter dans le cadre de 1000 chercheurs dans les écoles, les travaux qui sont réalisés dans différents laboratoires qui sont subventionnés par le Téléthon. D'ailleurs, on a quelqu'un ici qui s'occupe du Téléthon local, ce qu'on appelle une coordinatrice, qui s'occupe de prendre des contacts avec des personnes qui vont pouvoir réaliser des manifestations. Pendant le 2 et 3 décembre, c'est les dates du Téléthon, mais même bien avant et encore après, sur le terrain, pour récolter des fonds. Et l'année dernière, il y a eu presque 86 millions d'euros récoltés grâce à cette mobilisation de chacun qui permet de financer des laboratoires comme le mien. Donc je vais vous parler de maladies génétiques rares, je vais faire des petits rappels. Vous avez tous une spécialité sciences de la vie et de la terre. Ok, donc on va se comprendre. Dans votre programme, il y a beaucoup de choses autour des maladies génétiques, de l'ADN et transcription, traduction, tout ça, ça vous parle? Ou ça va venir bientôt? Voilà. Alors, comme il ne faut pas forcément les programmes partout pareil, je demande avant. De toute façon, je ferai un petit rappel. Et puis, je vais vous expliquer les traitements qu'on met au point. Il y a 2 gros types de traitements. Et puis, il y aura une partie sur les métiers. Quelles sont les formations que vous pouvez faire à différents niveaux pour occuper un poste dans un laboratoire? Et puis, je vous parlerai de mon cursus. Donc, vous découvrirez à la fin le poste que j'occupe actuellement. Alors, je vais commencer par faire un petit rappel sur ce que sont les maladies génétiques rares. Alors déjà, la définition d'une maladie rare, c'est quand ça concerne moins d'une personne sur 2000 à la naissance. Cependant, comme il y a à peu près 8000 maladies génétiques différentes dans le monde, ça fait 3 millions de personnes en France qui sont concernées par ces maladies. Et puisqu'on fait partie de l'Europe, ça fait 30 millions d'Européens touchés par ces maladies-là. L'information qui veut peut-être vous interpeller, c'est celle-ci. La moitié des personnes atteintes de maladies génétiques ont moins de 19 ans. Ça veut dire que des maladies génétiques peuvent toucher des gens jeunes, voire des enfants, c'est ça? D'accord? Les ont reçus à la naissance. Voilà, qui ont des maladies qui peuvent se déclarer très très tôt dans l'enfance, voire à la naissance. C'est tout à fait ça. Et ce qui fait que ces maladies, pour l'instant, elles n'ont pas de traitement. Donc la plupart d'entre elles sont létales, comme on dit, c'est-à-dire qu'elles sont mortelles, malheureusement. Et donc l'espérance de vie des enfants qui ont des maladies génétiques rares, quand elles se déclenchent vraiment très tôt dans l'enfance, elle peut être très courte. Je vous parlerai d'une maladie dont l'espérance de vie pour ces enfants-là, elle est de 2 ans. D'accord? Et puis il y a d'autres maladies, effectivement, qui vont se déclencher un peu plus tard dans la vie, mais qui fait quand même que même si on est jeune adulte et adulte complet, ces personnes-là ont quand même une espérance de vie qui est moindre que ce qu'on peut espérer dans la population classique. D'accord? Oui? La drépanocytose, tout à fait. Ça touche quoi comme cellule? Alors ça touche l'hémoglobine, donc ça touche les globules rouges, les hématies, d'accord? Est-ce que vous en connaissez d'autres? La plus répandue en Europe et en France, c'est celle qui touche les poumons. La mucoviscidose, exactement. Donc celle-ci, effectivement, elle est la plus répandue, mais ça reste quand même une maladie rare. Vous n'en connaissez pas d'autres, des maladies génétiques? Oui? La maladie de Parkinson, c'en est une qui touche le système nerveux central, le cerveau. Et donc on est atteint de tremblements, et puis l'espérance de vie, là aussi, quand ça commence à se déclencher, c'est un petit peu... ça peut arriver vite, qu'on soit vraiment très dépendant. Vous en connaissez d'autres? Non? Alors, dans le laboratoire Généton, on travaille sur des maladies qui touchent les muscles, qu'on appelle les myopathies. Le myos, en grec, ça veut dire le muscle. Donc tout ce qui est maladie des muscles, ça s'appelle des myopathies ou maladies neuromusculaires. Et quand on parle de maladies génétiques, je vais faire quand même un petit rappel sur cette fameuse molécule. Vous la reconnaissez? C'est une double hélice. Je parle de quoi là? De l'ADN, qui veut dire quoi en entier, si vous pouvez me dire ce que c'est l'ADN? Acide désoxyribonucléique. Cette double hélice comme ça, enroulée autour d'un axe virtuel, mais en fait il n'y a pas d'axe en réalité, elle est composée de différentes molécules, donc acide parce qu'il y a un acide phosphorique,
alterné avec un sucre, le désoxyribose, donc ça explique déjà les 2 premières lettres de l'acronyme, et N pour nucléique, parce qu'on trouvait ça dans le noyau des cellules. Et dans l'ADN, il y a des structures, des molécules comme ça, comme des barreaux qui se complètent le long des 2 brins. Et en fait, vous savez que c'est ce qu'on appelle les nucléotides, ça vous dit quelque chose, qui sont au nombre de 4 différents. A pour adénine, T pour thymine, C pour et G pour... Voilà, vous êtes au fait, tout va bien. Et si on compte le nombre de nucléotides qui se succèdent comme ça, tout le long d'un brin et du complémentaire, dans chaque noyau de vos cellules, donc sur vos 46 chromosomes, vous me suivez, on a à peu près 3,2 milliards de paires de bases, on appelle ça des bases ou nucléotides qui se succèdent. C'est ce qui compose votre génome, le génome humain, d'accord ? Et vous savez que sur l'ADN, il y a des parties qui permettent de fabriquer des protéines, qu'on appelle comment ? Qu'est-ce qui va porter l'information génétique ? Qui transmet les caractères héréditaires ? Oui ? L'ARN. Oui, ça c'est une copie de l'ADN, mais surtout sur l'ADN, il y a des parties qui permettent de fabriquer les protéines, puis il y a des parties qui servent à la structure, à l'expression des... Je ne vais pas vous dire le nom, parce que vous trouviez des parties codantes. Allez-y, c'est quoi ? Puis la troisième, vous savez ça ? Oui ? En fait, ce que je voulais vous faire dire, c'est les gènes. Sur l'ADN, il y a des gènes, d'accord ? Qui sont des modes d'emploi pour que la cellule fabrique des protéines, via une partie ARN messager, que vous connaissez parce que c'est à votre programme, qui est une retranscription de l'ADN qui est tellement précieux qu'il ne sortira jamais du noyau. Et la cellule fait une copie simple brin d'un gène, ce qui est inscrit, une séquence de nucléotides dans un gène, pour pouvoir le faire sortir dans le cytoplasme et faire la transcription, ça c'est ce que je viens de vous expliquer, et la traduction en acides aminés qui sont mis les uns ou des autres dans un certain ordre pour fabriquer une protéine. D'accord ? Tout ça c'est clair pour vous. Ok. Donc ce qui est important dans l'ADN, c'est l'ordre des nucléotides qui se succèdent, par exemple dans les gènes. C'est la nature des nucléotides. Une adénine, c'est pas la même molécule qu'une thymine. D'accord ? Et puis, c'est aussi le nombre de nucléotides qui se succèdent dans un gène. Et tout ça, c'est ce qui détermine votre information génétique. Ok ? Je vais vous parler de maladies génétiques ici. Donc, pour trouver l'origine d'une maladie génétique, il va falloir que j'aille examiner dans les chromosomes, c'est dans l'ADN, cette molécule, des erreurs dans la séquence des nucléotides dans un gène, c'est-à-dire dans l'ordre des nucléotides qui définissent un gène. D'accord ? Quand il y a des erreurs d'écriture dans un gène, ça s'appelle comment ? Oui, j'entends. Une mutation, exactement, ce sont les mutations. Il y a quel genre de mutation vous connaissez ? Substitution, ça peut être un nucléotide à la place d'un autre, ou 2 à la place de 2 autres. Le nombre reste au total le même, mais ce n'est pas les mêmes natures de nucléotides. L'addition, donc l'inverse de la délétion, des bases en plus. Il peut y avoir des codons stop, des inversions. Voilà. Tout ça, ce qu'on appelle les mutations, font que lorsque ça tombe dans un gène, eh bien, la protéine qui devait être fabriquée, elle ne le sera peut-être pas du tout, ou alors elle le sera, mais elle sera trop courte, trop petite. Elle ne sera pas repliée en 3 dimensions. Vous utilisez des logiciels pour voir les protéines ? Si ? Ça s'appelle comment chez vous ? Parce que moi j'étais restée à Rastop, mais bon, apparemment c'est plus ça. Libol. Ah oui, Limol. C'est ça, Limol, ça vous dit quelque chose ? Ah. Donc vous voyez que la protéine, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est vraiment 3 dimensions. Surtout pour des protéines qui ont des actions catalytiques, on appelle ça des enzymes. Et en tout cas, quelles que soient les mutations, cela fait qu'il y a une information génétique qui est perdue et la maladie apparaît. D'accord ? Vous êtes d'accord avec ça ? Bien, maintenant vous connaissez l'origine d'une maladie génétique. Qu'est-ce qu'on peut imaginer faire pour traiter des patients qui ont une maladie génétique ? Oui, donc si effectivement finalement le gène est défectueux, la protéine n'est pas fabriquée, on peut peut-être substituer en important la protéine directement au patient. Alors ça c'est possible pour certaines maladies, par exemple le diabète. Diabète de type 2, d'accord, c'est une origine génétique. Et les diabétiques, vous savez ce qu'ils font comme traitement ? Qu'est-ce qu'ils font pour se traiter les diabétiques ? Oui, ils se
il s'injecte dans le sang de l'insuline. C'est une protéine, d'accord, qui normalement est fabriquée par les cellules du pancréas. Donc là, ça fonctionne bien. Parce que l'insuline, elle agit dans le sang. Donc on peut l'y injecter, elle est reconnue comme étant, enfin, faisant partie du soi, elle n'est pas détruite. Moi, je travaille sur les maladies des muscles. Par exemple, sur la myopathie de Duchenne, qui est due à un défaut dans une protéine qui s'appelle la dystrophine, qui est un amortisseur de la cellule musculaire, pour faire simple. On a essayé d'injecter directement dans les muscles, pas tout à fait de patients, mais d'animaux modèles atteints de la maladie, voir si on arrivait à restituer une fonction. Eh bien non. La dystrophine, si je la mets directement dans les muscles, elle est détruite par l'organisme, par le globule blanc. Parce que la dystrophine, elle est dans la membrane des cellules musculaires. Elle n'est pas dans le sang qui irrigue les muscles et elle n'est pas dans les cellules musculaires, dans le cytoplasme. Donc ça ne marche pas. Donc là, on est coincé. Mais c'est une possibilité, mais ça ne marche pas pour nos maladies. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Du coup, modifier l'ADN pour que le corps produise la protéine. Ouais, c'est-à-dire que vous avez un gène qui est muté, une faute orthographe dans un gène. On pourrait imaginer, je ne dis pas comment, hein, je ne dis pas que c'est simple, un gène sain, sans la mutation, dans le noyau des cellules des patients. Et là, la cellule pourrait fabriquer de nouveau une protéine qu'elle n'était plus capable de faire. Ça tient la route, mon hypothèse? Quand on est scientifique, on fait des hypothèses. Après, il faut montrer si ça fonctionne ou pas. Donc, est-ce que ça tient la route? Oui, vous n'êtes pas convaincu. Hein. J'ai 2 heures pour vous convaincre. Donc, j'ai une maladie des muscles. Bah, c'est facile. Je mets le gène de la dystrophine ici sur mon bras. J'attends que ça rentre dans mes muscles. À votre avis? Non, ça ne va pas rentrer tout seul. Bah zut alors, mon histoire, on est bloqué là? Non, on n'est pas bloqué là. Les chercheurs qui ne sont pas plus intelligents que les autres, mais qui sont très curieux, et ça c'est la première qualité si on veut travailler en science, il faut être curieux. La deuxième, il faut être minutieux. La troisième, pas la moindre, il faut être patient. J'y reviendrai pour mon cursus. C'est important. Vous connaissez au moins depuis 2 ans et demi, voire presque 3 ans, des particules microscopiques qui rentrent dans notre corps pour nous rendre malades. C'est quoi? Alors, il y a des bactéries, mais depuis 3 ans, ce n'est pas des bactéries qui nous pourrissent un peu la vie. Vous avez l'idée? Les virus. Les virus sont capables d'aller naturellement dans certaines cellules et pas d'autres pour nous infecter et se reproduire en nous. D'accord? Et donc on s'est dit, on va étudier comment des virus sont capables de rentrer dans nos cellules jusqu'au noyau pour y mettre leur propre génome, nous rendre malades, et on va leur faire transporter pour nous notre fameux gène sans mutation dedans, le gène médicament. D'accord? Et ça s'appelle la thérapie génique. On va traiter des patients grâce à un gène sain qu'on fait transporter par des particules qui ne sont pas des virus, parce qu'ils ne vont pas donner une maladie supplémentaire, mais des transporteurs de gènes, on appelle ça des vecteurs. Vous faites des maths? Encore. Ça, vous en aurez toujours des maths, même en biologie. Vous savez ce que c'est que des vecteurs en maths? Un V avec une flèche. Voilà. Nos vecteurs, c'est un peu la même chose, c'est qu'on va adresser notre gène médicament à des cellules et pas à d'autres. C'est pour ça qu'on les appelle aussi des vecteurs, des transporteurs de gènes médicaments. Donc je vais vous montrer un petit film qui va vous réexpliquer tout ça. Donc ça, c'est la thérapie génique, hein, c'est ce qu'on fait dans mon laboratoire à Généton. Mais il y a aussi une autre façon de traiter les maladies génétiques, c'est ce que font mes collègues d'ISTEM qui se trouvent aussi à Évry en face du Généton. Et effectivement, il y a un défaut dans un gène, mais finalement les cellules sont malades. On est d'accord? L'organe est malade, un corps entier peut être malade. On pourrait imaginer remplacer des cellules malades par des cellules saines. Thérapie cellulaire. Voilà l'autre façon de traiter des maladies génétiques. Après, il y a la pharmacologie classique, mais bon, ça, vous connaissez un peu plus. Donc, je vais plutôt axer mon discours sur ces 2 types de traitements. Alors, la thérapie génique, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer un film qui est tourné à Généton. Comme ça, vous verrez un petit peu dans quel élément on travaille, et puis qui va vous expliquer ce que je viens de vous dire. Au plus profond de nos cellules se situe notre génome. Il est fait d'environ 20 000 gènes que nous héritons de nos parents et transmettons à nos enfants. 20 000 gènes qui constituent notre identité et nous caractérisent. Si l'un d'eux manque ou porte un défaut, une maladie peut apparaître. Pour percer le mystère de notre génome, les chercheurs ont entrepris un voyage dans l'infiniment petit.
tout a commencé par la découverte de l'ADN. Puis, au sein de Généton, le laboratoire du Téléthon, les premières cartes du génome ont été réalisées. Grâce à ces cartes, des gènes ont été localisés et leur rôle identifié. Au sein de la cellule se trouve le noyau. Il est en partie occupé par une dorsale, l'ADN, sur laquelle sont disposés nos gènes. Ces gènes commandent la fabrication de protéines, substances qui interviennent dans toutes les fonctions de notre organisme. Dans le cas des maladies génétiques, telles les myopathies, l'hémophilie ou la mucoviscidose, un gène est défectueux ou absent. La commande se fait mal, l'usine travaille au ralenti, parfois elle s'arrête. La protéine a des défauts de fabrication ou n'est plus fabriquée. C'est la maladie. Pour guérir, pour remettre l'usine en route, mission est confiée à un gène réparateur. Ce gène est transporté dans la cellule par un virus livreur. Le gène pénètre alors dans le noyau et délivre son message. La commande redevient active, l'usine fonctionne à nouveau, la protéine est fabriquée, la cellule est réparée. C'est ce qu'on appelle la thérapie génique. Cette solution est applicable tant aux maladies génétiques qu'à d'autres dysfonctionnements de nos cellules. Cancer, maladies neurodégénératives, le gène de remplacement agit comme un médicament. Après des années de recherche en laboratoire, après de nombreux essais chez les animaux et chez l'homme, les résultats sont là pour des maladies du système immunitaire, des maladies du sang, des maladies de la vision, des maladies des muscles, des cancers. Une thérapie révolutionnaire qui, en une seule injection, permet de stopper la maladie, de la faire régresser, voire de la vaincre. Et ça marche. Des enfants, des jeunes adultes, des familles en témoignent. Un gène médicament a changé leur vie. J'ai été soigné par la thérapie génique et maintenant je vais très bien, j'ai été guéri. Depuis le traitement, ça me change beaucoup. Déjà, comme si j'ai une nouvelle vie. On m'offre une nouvelle vie. Charlie est la première petite fille à avoir bénéficié du protocole en France. On a tout fait pour que Hyacinthe bénéficie de cette thérapie génique. Suite à l'injection, on a pu voir assez rapidement des améliorations. Aujourd'hui, Seti, s'il peut vivre, s'il peut aller à l'école, avoir des copains et avoir une vie, c'est clairement parce qu'il a eu ce traitement de thérapie génique. On est content du traitement. Oui, c'est une vraie chance, oui. Après les vaccins, les antibiotiques, les greffes d'organes, une nouvelle révolution médicale est en marche. Elle nous concerne tous. Est-ce que tout était clair dans le film? Ou il y a encore des choses que vous voudriez que je vous réexplique? Non, ça va? Ça reprend ce que je vous ai déjà dit. Et donc, est-ce que ça fonctionne, la thérapie génique? Visiblement oui, puisqu'il y a des jeunes et des enfants, et des parents d'enfants qui témoignent. Donc en fait, les premiers succès de la thérapie génique en France a été en 2000 pour des enfants qui naissaient avec un problème du système immunitaire qu'on appelait après des enfants bulles, des bébés bulles, je ne sais pas si vous connaissez. C'est des enfants, si on les laisse quelques heures après la naissance à l'hôpital ou à la clinique dans l'air normal, qu'on respire tous en ce moment, ils vont faire une grosse réaction, ils vont attraper des maladies et ils peuvent mourir de ce qu'ils respirent en fait. Parce qu'ils n'ont pas de globules blancs matures qui leur permettent de lutter contre ces infections. Dans l'air qu'on respire, il y a des virus, on sait bien, des champignons, des bactéries, tout ce qu'on veut, des levures. Et donc ces patients-là, il a fallu les mettre dans des bulles stériles, donc c'est 1 mètre cube d'air qui est filtré et débarrassé de toutes particules pour qu'ils puissent vivre sans mourir. Vivre sans mourir, ça ne veut pas dire grand-chose, mais effectivement qu'ils puissent rester avec nous. Et on les a mis sur des fichiers de donneurs de moelle, c'est-à-dire que pour les traiter, il fallait leur greffer de la moelle osseuse, pas la moelle épinière, la moelle osseuse qui se trouve dans les os plats du bassin, là où se trouvent les cellules qui donnent naissance à toutes les cellules que vous trouvez dans le sang, donc les plaquettes, ce sont des cellules, les globules blancs et les globules rouges, en gros. Et vous savez qu'on ne peut pas s'échanger notre sang entre nous. D'accord? Il y a des groupes sanguins qui agissent ça. On ne peut pas s'échanger des organes entre nous. D'accord? Et bien là, c'est pareil, les tissus, donc ces cellules de la moelle osseuse, on ne peut pas les échanger entre nous comme ça, il faut qu'il y ait une compatibilité entre le donneur et le receveur. Et donc le docteur Alain Fischer, que vous connaissez maintenant, parce que vous l'avez vu pendant la crise du Covid, c'était le monsieur vaccin du gouvernement, donc vous ne l'avez pas vu, a
pris la parole plusieurs fois, et moi quand j'ai vu que c'était lui qui avait été nommé pour s'occuper de la campagne de vaccination, c'est quand même le spécialiste français, mais même mondial, de tout ce qui concerne les ARN messagers, on en a parlé tout à l'heure. Et on a tous eu, au moins, enfin je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, vous savez que dans les vaccins contre le SARS-CoV-2, qui donne une maladie qui s'appelle le Covid, si on l'attrape, eh bien, sont pour certains à base d'ARN messager. Donc il savait de quoi il parlait, puisque lui, il a travaillé sur des vecteurs de thérapie génique à base d'ARN messager aussi. Et lui, il est professeur à l'hôpital Necker, médecin, hématologue, et il a proposé aux parents de ces enfants-là de faire une première thérapie génique, première en France, d'amener ce fameux gène sans mutation dans les cellules du patient, et c'est ce qu'il a fait. Et ces enfants ont été traités en une seule injection, et eh bien, ils sont allés chez eux. En fait, ils n'étaient jamais allés chez eux, ils sont toujours restés dès la naissance en espace confiné, ils ont pu aller à l'école et vivre une vie normale. C'était en 2000. Vous n'étiez pas né en 2000. C'est vieux déjà. Hein. Premier succès de thérapie génique en France. Bon. À l'AFM Téléthon, certes, on traite des maladies génétiques rares, mais on aimerait bien traiter des maladies des muscles, c'est-à-dire soigner des gens qui ont des maladies qui touchent les jambes, les bras, des muscles vitaux. C'est quoi les muscles vitaux que l'on a en nous? Le cœur, quand le cœur est touché finalement, c'est comme ça qu'on décède. Le cerveau, c'est un muscle? Non, ça j'aime bien, c'est un raccourci. Non. Le cerveau, c'est beaucoup de graisse, beaucoup de lipides. Jusque, je vous donne une image. Moi, ma grand-mère aimait bien la petite cervelle d'agneau qu'elle se faisait à la poêle. Personne n'a mangé de cervelle d'agneau ici. Ah non, c'est pas bon. Vous ratez quelque chose. Il y en a, je pense, ça rappelle des trucs. Dans du beurre. Même pas besoin de mettre de beurre. Vous mettez dans la poêle, vous chauffez. La cervelle d'agneau, c'est gros comme le poing. Vous faites chauffer trop longtemps, il n'y a plus rien dans votre gamelle. Tout a fondu. C'est bien preuve que c'est vraiment que de la graisse. D'accord? Donc quand on vous dit qu'il faut vous muscler le cerveau, c'est une image. Ce n'est pas un muscle. Donc, pas le cerveau. On a dit cœur, on a dit quoi d'autre? Oui. Alors, c'est pas les poumons non plus. Il y a quelque chose qui permet de respirer. Si c'est pas les poumons, c'est quoi? Alors ça, c'est les os qui permettent de maintenir tout ça. Oui. Le diaphragme, exactement. Celui, quand vous hoquetez, c'est qu'il y a un petit souci de coordination au niveau du diaphragme. Alors, pour les enfants qui ont des maladies génétiques des muscles, alors il y a aussi les intestins, vos muscles lisses des intestins qui emmènent le bol alimentaire pour pouvoir l'évacuer, se fait par des contractions intestinales. Et quand on a un problème de muscle, également ces muscles sont touchés. Et il y a des parents, enfin des enfants ou des jeunes adultes qui peuvent mourir d'une maladie génétique de myopathie, mais par une occlusion intestinale, parce qu'on s'empoisonne avec nos propres déchets. D'accord? Bon. Quand le diaphragme est touché, ça peut arriver, après que les jambes soient touchées, les bras sont touchés, pour la myopathie du Duchenne, on est obligé de faire une trachéotomie, c'est-à-dire un trou ici dans la trachée, pour brancher une machine pour permettre la respiration. Ça peut être que la journée, ça peut être la nuit, ça peut être les deux. D'accord? Donc vous voyez que l'évolution de la maladie, elle n'est pas sympa. Hein. Et tout ça pour vous dire quoi? J'ai oublié le fil de ma discussion. Et toutes ces maladies-là, donc on a commencé par les maladies du sang, montré que la thérapie génique ça fonctionnait. Après, on a montré que c'était possible sur des organes petits, comme l'œil par exemple. Mais entre ce qu'on a fait sur les cellules du sang, c'était assez facile à traiter. Les globules blancs, on les ponctionne en faisant une ponction de moelle. Pour les enfants qui étaient malades, on met ça dans une boîte de pétri au laboratoire. On fabrique le vecteur qui va bien avec le gène médicament dedans. On laisse 5 jours infuser et on réinfuse les cellules qui retournent dans la moelle. Et là, au bout d'un mois et demi, en dosant les globules blancs chez l'enfant, on voit qu'ils sont capables de combattre des bactéries, des champignons. Parce qu'on peut sortir la moelle du corps. Quand on travaille sur des maladies génétiques de l'œil, les rétines pigmentaires, je sors l'œil, je le mets dans une boîte. Pendant 5 jours, je mets en contact et on remet l'œil? Non, c'est pas possible. Les muscles, j'enlève un muscle, j'enlève une jambe, je la traite après, je la remets. Non. Donc là, c'est un gros problème. Effectivement, la façon dont on va administrer les vecteurs va devenir un peu plus complexe. Donc ça va demander plus de temps à mettre au point aussi. Et il y a aussi la question de la quantité à produire pour les humains. Quand on fait un vecteur de thérapie génique, dans une équipe, un chercheur a une idée pour une pathologie, il crée le vecteur, il le fait fabriquer par ses équipiers, donc c'est des techniciens de laboratoire, j'y viendrai après, des ingénieurs, des chercheurs. Quand on dit qu'on crée un vecteur, c'est vraiment ça. Gardez dans l'image, c'est un mécano-moléculaire. Alors je ne sais pas si vous voyez ce que c'est comme jeu, le mécano. Oh, ils ne savent plus ce que c'est qu'un mécano. Un Lego.
Lego, ça vous parle plus? Les Lego moléculaires, des briques qu'on met dans tous les sens pour faire des constructions. Bien là, c'est pareil, on va mettre différentes briques. C'est des morceaux d'ADN qui permettent de fabriquer un vecteur. Et dedans, il y aura une brique gène médicament, qu'on n'oubliera pas de mettre. D'accord? Donc ça s'appelle de la biologie moléculaire. C'est une partie de la biologie. Si vous voulez faire des sciences plus tard à l'université, si vous voulez travailler sur l'ADN, il faudra choisir une branche biologie moléculaire. Retenez ça. Eh bien, on va fabriquer ces vecteurs. Donc, il faut déjà compter quelques 4, 5, 6 ans des fois pour avoir un vecteur qui correspond bien. Et on va regarder si, sur des cellules en culture de patients malades, en amenant ces vecteurs de thérapie génique, on restitue, on voit que les cellules fabriquent de nouveau une protéine. C'était ça mon hypothèse. Et là, on va regarder au microscope si la protéine elle est présente. Si c'est le cas, on dit qu'on a fait la preuve de principe. Et là, déjà 5 ans de travail et on est content, on a franchi une étape. On n'est toujours pas chez l'homme pour l'instant. On est à traiter des cellules dans une boîte en plastique. Et donc là, les agences réglementaires des médicaments auxquelles on écrit nos résultats de recherche vont regarder qu'effectivement on a fait une preuve de principe et ils vont nous dire bon, maintenant il faut tester sur des cellules d'êtres vivants mais qui ne sont pas des êtres humains. Alors on va faire ça chez qui? On l'a vu dans le film, hein. Oui? Des animaux, faut-il encore qu'ils soient atteints de la même maladie que l'homme? Par exemple, je reviens sur la myopathie de Duchenne, est-ce que vous pensez qu'il existe? Alors vous pensez à quoi comme animaux? Allez-y. Sur quoi on va tester? Le singe? Ah, alors là, ça c'est un mythe. D'abord, les singes sont protégés. C'est extrêmement cher. L'animalerie de singe, il n'y en a pas partout. Donc, c'est pas l'animal qu'on va utiliser en premier. Oui. Les souris. Ça, par contre, ça coûte cher aussi, hein, une souris modèle. Faut-il encore qu'il y ait des souris qui naissent naturellement avec la myopathie de Duchenne? Est-ce que vous pensez que ça existe, ça? Non. On est coincé, alors jamais on pourra faire la thérapie génique sur la myopathie de Duchenne? Oui. Après, on peut peut-être essayer de casser le gène. C'est ça. On casse le gène chez la souris de la dystrophine, d'accord? Et ce qu'on appelle les souris knockout en anglais. Et donc on a induit la même mutation que chez les enfants qui ont la myopathie de Duchenne pour les traiter derrière avec notre futur médicament. Si ça marche sur des souris, on en fait plusieurs, hein, on publie les résultats aux agences du médicament qui nous disent maintenant vous pouvez tester chez l'humain. Donc ça reste un essai clinique. Hein. Quand on teste un futur médicament, c'est pas encore un médicament, c'est un produit de thérapie génique chez des humains, des enfants ou des adultes atteints d'une maladie, ça s'appelle un essai clinique. On espère retrouver chez l'homme les mêmes effets thérapeutiques qu'on a trouvés chez le modèle animal. Ça peut être des souris, mais parfois, vous avez vu dans le film, il y avait un chien à un moment donné. Par exemple, c'est des chiens qui ont la myopathie de Duchenne. Ce sont des golden retrievers, vous voyez, les labradors à poil long. Et à force d'être croisés d'élevage comme ça, parce que c'était très à la mode d'avoir un golden, ça l'est encore, eh bien, il y a des maladies comme ça qui ressurgissent et on a des chiens qui, dans des portées, enfin des chiots, qui sont paralysés du train arrière. Et quand on fait une analyse génétique, ils ont le même défaut sur le chromosome X, dans le gène de la dystrophine, que des enfants qui ont la myopathie de Duchenne. Donc, on va les traiter dans des écoles vétérinaires. Par exemple, nous, on a travaillé avec l'école vétérinaire de Nantes, qui s'appelle Onyx, et on a pu montrer que sur un chien qui pèse 30 kg, on a aussi les mêmes effets qu'une petite souris qu'on traite qui pèse 20 grammes. D'accord? Et puis, du coup, on peut suivre les chiens qui ont été traités avant la première année. Un chien, ça vit entre 10 et 15 ans. Donc là, on a du recul sur le traitement. Est-ce qu'une seule injection va durer 10-15 ans? Une souris, on la traite, mais sa durée de vie, de toute façon, elle est de 2 ans, son espérance de vie. Donc, ok, on sait que ça dure 2 ans, mais après, on ne sait pas. 2 ans, mais après, on ne sait pas. Et puis, un chien, ça pèse 30 kg, en gros, quand il est bien nourri. Et donc, parfois, ça peut nous conforter aussi dans savoir quelle dose on va injecter à un enfant qui ferait 30 kg. Vous voyez? Donc, toutes ces étapes, on doit les franchir, donc ça prend des années. Et puis, restera, du passage de l'animal, on appelle préclinique, à l'homme, en essai clinique, la quantité et la qualité des produits à fabriquer. Et là, il faut une usine pour ça. Et là, je vais vous montrer un film pour faire ce qu'on appelle de la bioproduction, pour produire des vecteurs de thérapie génique de qualité et en quantité suffisante pour les humains. Et c'est filmé donc à Hyposchésie, qui est un laboratoire qui émane du Généton et qui produit pour Généton des lots. Alors il n'y a pas de son, mais je vais le commenter parce qu'il y a des sous-titres, donc vous pouvez lire ce qui a marqué, mais je vais vous le commenter en même temps. Donc dans ce film-là, vous allez voir un environnement pharmaceutique. Donc
pour faire un vecteur de thérapie génique, on utilise l'enveloppe d'un virus, on va dire, et le gène médicament. Ça fait un vecteur. Donc on est habillé comme ça, vraiment. On fabrique nos réactifs, on a des hôtes pour travailler stérilement, et des technologies, ce qu'on appelle des biotechnologies. Donc on a des gants, on a les cheveux couverts, on a un cache-barbe, on a des lunettes, cache-barbe pour les hommes. Et on fait fabriquer, multiplier des cellules qui seront des cellules usines qui vont recevoir nos morceaux d'ADN. Et c'est elles qui, en poussant, vont fabriquer, assembler ce fameux Lego moléculaire pour fabriquer des vecteurs avec le gène médicament dedans. Donc ce qu'on voit ici, il va falloir fabriquer 3500 fois plus de vecteurs médicaments pour un homme, un humain, que pour une souris de 20 grammes. Pour un homme de 70 kg, ça fait 3500 fois plus. Et là, on est obligé d'utiliser des machines, ça s'appelle des bioréacteurs, qui vont contenir 200 litres de milieu de culture avec plus de 240 milliards de cellules qui vont pousser à l'intérieur. Et c'est elles qui vont, avec les morceaux d'ADN qu'on va mettre dedans, produire pour nous des vecteurs. Mais il va falloir purifier ces vecteurs. On ne va pas injecter 200 litres de liquide avec des vecteurs à une personne, c'est pas possible. Donc on nettoie, on veut que les vecteurs et pas les cellules, et on concentre. On fait de la chromatographie. Je ne sais pas si c'est un mot qui vous dit quelque chose. C'est un petit ami moléculaire pour ne garder que les vecteurs bien propres. Et il y a tout un tas de contrôles qualité à effectuer au microscope, des tests PCR, des analyses physico-chimiques. Et s'il y a une seule donnée qui ne correspond pas à ce qu'on voulait, ben, ce ne sera pas injecté à l'homme. D'accord ? Et la phase finale, c'est de répartir ces produits dans des petites ampoules. Ça ne vous rappelle pas les doses de vaccins que vous avez peut-être reçues ? Un petit peu quand même. Hein ? Voilà, donc c'est des ampoules en verre. Une dose, pour les vaccins, c'était dilué pour 3 ou 4 personnes. Là, c'est une dose peut-être pour une personne. Ça dépend des pathologies. C'est stérile et c'est utilisé qu'une fois. Et ça se fait dans un environnement de production pharmaceutique avec des normes très strictes. Donc c'est ça, la bioproduction. Si vous choisissez des métiers en biologie, vous pourrez travailler dans ce type d'usine à fabriquer des médicaments. D'accord ? Ça va pour la bioproduction ? Oui ? Ok. Et maintenant, est-ce que ça fonctionne, donc la thérapie génique? On l'a vu un petit peu dans le film précédent, on voyait un jeune homme qui témoignait comme quoi il était guéri, donc lui il avait une maladie du système immunitaire. On voyait une jeune femme après asiatique qui avait la fameuse maladie dont on a parlé, la drépanocytose, qui avant son traitement de thérapie génique devait avoir des perfusions de sang, des transfusions sanguines toutes les 3 semaines et ça toute sa vie. Alors c'est quand même embêtant parce que elle arrête à l'école, enfin, des fois c'est loin de là où on habite. Et puis entre 2 cures de transfusion sanguine, elle était très faible parce qu'effectivement il y avait un problème de transport d'oxygène avec l'hémoglobine qui permet pas d'aller irriguer le cerveau, les muscles, et donc elle avait une grande fatigue. Et en plus, à force d'avoir des transfusions sanguines, elle avait trop de fer dans le sang aussi, dans les tissus. Et ça, avoir trop de fer dans le corps, c'est pas bon non plus. Voilà. Donc elle a été traitée une seule fois par thérapie génique. Depuis, elle n'a plus de transfusion sanguine à avoir. Elle a toujours des produits pour enlever un peu son taux de fer. Mais en tout cas, elle a une qualité de vie qui n'a rien à voir avec le traitement qu'elle avait au départ. Et elle n'a pas fait de rechute. Elle n'a pas eu besoin d'y revenir. Et donc, dans le film que je vais vous montrer, ce sont des parents et des enfants qui, eux, sont concernés par une maladie qui s'appelle la myotrophie spinale infantile, qui est une maladie génétique des muscles. Cette maladie, heureusement qu'elle est rare, parce que l'espérance de vie de ces enfants sans traitement, et jusqu'à présent, elle n'en avait pas, elle était de 2 ans. D'accord ? Et ces enfants-là, vous allez voir, il suffit de lire au départ, il y a plus de 2300 enfants qui, dans le monde entier, ont bénéficié d'un traitement maintenant de thérapie génique qui est vendu par une société suisse qui s'appelle Novartis, et ça s'appelle le Zolgen SMA. Juste pour vous donner une idée de combien de temps ça a pris pour fabriquer ce médicament. Le gène responsable de cette maladie lorsqu'il est muté, ça s'appelle le gène SMN. Il a été découvert par une équipe française, c'est Judith Melki, avec qui on a travaillé à Généton, en 1996. Vous n'étiez toujours pas né. Puis, Généton a travaillé sur des modèles, y compris montrer que c'était faisable sur des souris modèles de la SMA. Et puis après, d'autres sociétés ont repris le flambeau pour aller jusqu'à faire des essais chez les enfants.
Et suite à ça, comme c'était très prometteur et que ça fonctionnait bien, c'est devenu un médicament, donc le Zolgen SMA. Il a été commercialisé en France, ce médicament, en 2021. Vous voyez le temps qu'il faut pour faire de la recherche, au développement et montrer que c'est faisable pour l'homme, puis produire en qualité, en quantité, montrer aux agences que c'est possible et offrir, enfin pas offrir, mais en France, le traitement est pris en charge par la sécurité sociale. C'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, il faut payer le médicament. Et donc, voilà, ça prend énormément de temps. C'est pour ça que je parlais de patience en recherche. Parce que même à votre niveau, même si vous ne voyez pas tout le bout de la chaîne pour faire un médicament, il y a des manipulations qui sont très longues, répétitives. Il faut montrer plusieurs fois qu'on a bien le même résultat. Parfois, ça peut être un petit peu compliqué à gérer parce que des fois, on n'est pas très patient. Donc, je vous montre ce film et puis on en reparle après. La thérapie génique, ça me semble une évidence en fait. On voit le goutte à goutte qui tombe, qui rentre dans ses veines, et puis la dernière goutte a l'air de tomber, qui rentre dans son corps, et puis là on se dit ouais, c'est bon, là quoi. C'est quand même une des plus grandes avancées de tous les temps, quoi, cette thérapie génique. Enfin, le principe de la thérapie génique, c'est quand même une des plus grandes avancées médicales de tous les temps. Il a reçu son injection à 43 jours, si je ne me trompe pas. Donc ça a été très rapide. Je ne réalisais pas du tout en fait ce qui se passait. Et puis quand c'était terminé, je me suis dit ah oui, il l'a reçu. Ben, c'est une deuxième naissance quoi. On inverse le processus et on repart sur un développement en fait. Les 2 ans de victoire, c'est magique, c'est symbolique. C'est symbolique dans le fait que cette maladie, elle emporte les enfants avant leurs 2 ans. On voit qu'il respire la vie et qu'il a, il a une force de vie hallucinante. Il me signe tous les jours. Aujourd'hui, il va fêter ses 3 ans et il est en pleine forme. Il saute partout, il court partout, il est plein de vie, il est hyper joyeux. Est-ce que ça fonctionne, la thérapie génique? Alors, pour cette maladie-là, oui, c'est vraiment impressionnant. Moi, ça fait 32 ans que je travaille à Généton, et quand j'étais embauchée, c'était pas pour faire de la thérapie génique, pour la bonne raison que ça n'existait pas. Pour ça, vous dire aussi que peut-être vous ferez un métier dans le futur qui n'existe pas encore. Voilà. C'est compliqué, hein, du coup, pour se former, parce que ça n'existait pas. Mais bon, c'est juste... Enfin, pour moi, c'est vraiment extraordinaire. J'ai vu les avancées qui ont été faites et j'y ai participé, donc c'est super gratifiant. Donc pour les maladies, c'est bon, vous avez vu comment on fait en thérapie génique hein, pour traiter des maladies des muscles. Et puis ben là, on a lancé un essai clinique sur une autre myopathie, la myopathie des ceintures. Pareil, donc on a commencé à traiter des patients. Et on verra dans quelques années si effectivement les résultats sont aussi bons que sur les modèles animaux. Mais ça, on n'en sait rien, ça reste un essai. Et si seulement c'est bon, les agences réglementaires pourront nous dire « Ok, ça deviendra un médicament ». C'est vraiment une révolution, hein, la thérapie génique. Ça ne paraît pas comme ça, mais au niveau de la biologie, c'est révolutionnaire. On va parler un peu de thérapie cellulaire, si vous voulez bien. L'autre façon de faire. Vous vous rappelez, thérapie génique, ok, on ramène un gène sain dans le noyau des cellules du patient, et le tour est joué, la protéine est fabriquée, on va dire. Et puis finalement, on pourrait aussi amener des cellules saines qui vont prendre le pas sur les cellules malades, thérapie cellulaire. Et ça, c'est mes collègues de laboratoire qui s'appellent ISTEM, à Évry, qui ont commencé à faire ça pour traiter les maladies de la peau, en tout cas des effets secondaires d'une maladie, on a encore reparlé de la drépanocytose, j'y reviens, qui est une maladie du sang, mais qui a comme effet secondaire d'avoir des ulcères, c'est-à-dire des plaies ouvertes dans les zones de frottement, les pieds, les genoux, les bras.
à force de maladie, en fait. Alors, bien sûr, on fait des pansements, on change, mais à un moment donné, ça peut s'infecter. Et parfois, ça s'infecte tellement qu'on est obligé d'amputer des membres. C'est moyen, quand même, comme qualité, en tout cas comme traitement. Si on pouvait greffer de la peau, c'est quand même... Alors votre peau, elle est en 3 feuillets, 3 couches, bien collées, pigmentée, elle est votre peau, plus ou moins. Eh bien, si on pouvait greffer de la peau, c'est quand même la meilleure barrière contre les infections de votre peau. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut en prendre soin, d'accord ? Eh bien, on pourrait peut-être apporter une qualité de vie à ces patients-là qui sont toujours sur le fil de rasoir en attendant que ça ne s'infecte pas. Et donc, Isten a fabriqué de la peau humaine 3 couches pigmentées à partir de cellules souches embryonnaires humaines. On les trouve où, ces cellules ? C'est compris dans le nom. Je vais essayer de voir s'il y en a d'autres qui ont une idée. Oui ? Embryon humain. Ok ? Ça vous choque pas ? Alors si c'est un embryon mort, les cellules sont mortes, donc on n'en fera pas grand-chose, non, parce qu'on n'arrivera pas à multiplier les cellules, mais c'est une bonne idée. Éthiquement parlant, ça pose des questions. Est-ce qu'on a le droit de travailler sur des cellules d'embryons humains pour de la recherche ? Il y a une boîte bioéthique en France, un comité d'éthique, qui se réunit et qui statue sur cette position-là. Donc en France, on peut faire des recherches sur les cellules embryonnaires humaines, à condition qu'on montre les résultats tous les 5 ans, voire plus fréquemment, pour montrer qu'il y a un intérêt thérapeutique à travailler avec ces cellules-là. Et ces cellules proviennent d'embryons qui ne font plus l'objet d'un projet parental. Pour des couples qui sont passés par une procréation médicalement assistée, qui ont eu des difficultés, on va dire classiquement, pour avoir un enfant. Donc ils font appel à la science pour pouvoir, au laboratoire, féconder des ovocytes avec les spermatozoïdes du futur papa, les ovocytes de la maman, et ça se fait dans des petites boîtes de pétri au laboratoire. Quand ça fonctionne bien, c'est long, hein, ça ne marche pas à chaque fois, on va obtenir des embryons. Donc vous savez qu'une cellule du corps provient d'abord de la fusion d'un ovocyte et d'un spermatozoïde, on est d'accord, ça donne la cellule œuf, qui en donne 2, puis 4, puis 8, et ainsi de suite, très très vite, par des mitoses successives, des divisions cellulaires à l'identique. Et au stade du cellule, déjà, on va avoir un embryon et on va regarder, effectivement, réimplanter, s'il y a 3 embryons comme ça dans des boîtes, on peut réimplanter les embryons dans l'utérus de la maman. Est-ce qu'on en met 3 dans l'utérus de la maman, s'il y a 3 embryons qui sont prêts ? Non, au début on faisait ça, mais en général il y avait une petite fausse couche entre-temps quand même, et il y avait peut-être 1 ou 2 embryons qui arrivaient jusqu'au fœtus puis bébé, puis le 3e il dégénérait. Donc en général on n'en réimplante que 2, et qu'est-ce qu'on fait du 3e embryon ? Alors, on le met sous le bras, on attend que ça se passe ? Non. On le congèle à l'azote liquide, moins 196 degrés, dans des centres qui font ça s'appellent les sécos en France. Et la loi dit que les parents qui ont congelé cet embryon, qui ont demandé à ce qu'on le regarde, ils ont 5 ans, on le regarde pendant 5 ans au frais, pas au chaud mais au froid, pour le coup, et ils doivent donner leur avis au bout de 5 ans pour savoir s'ils ont un projet parental pour cet embryon. Ça veut dire, est-ce qu'on les réimplante, et dans ce cas-là, il ne faut pas tarder pour que madame vienne se faire réinjecter l'embryon, pour qu'elle ait une grossesse. Et s'il n'y a plus de projet parental, qu'il n'y a plus de famille, que les gens ne sont plus ensemble, et voilà, puis que les 2 premiers jumeaux, c'est déjà bien assez à s'occuper, le 3e, c'est plus la peine, finalement non, eh bien, ils ont 2 choix, ou ils demandent à détruire l'embryon, ou alors ils le donnent à la science, donc à des laboratoires comme Isten par exemple. D'accord, vous voyez d'où ça vient ? Okay. Ces cellules embryonnaires, elles ont la capacité de se multiplier très très vite, et elles sont toutes identiques, elles sont toutes capables de donner, comme ça se passe pendant la grossesse, vos cellules vont commencer à se diviser et vont donner des cellules du cerveau, d'autres des cellules de l'œil, d'autres des cellules cardiaques, et au bout de 9 mois de mitose comme ça successifs, ça donne un embryon, un fœtus, puis un bébé. Donc à un moment, elles se différencient, parce qu'elles reçoivent dans le corps de la maman des signaux chimiques, des facteurs de croissance, tout un tas de choses qui font que l'embryogénèse, elle se passe comme ça. Ce qu'a fait Isten, c'est remarquable, c'est qu'ils ont trouvé au laboratoire comment, en mettant des cellules embryonnaires qui étaient toutes identiques et capables de se multiplier très vite, de les faire se différencier en peau et que en peau. Alors que ces cellules étaient, sur le papier, capables de donner d'autres tissus. D'accord ? Je vous montre un petit film là-dessus.
Cet épiderme humain est créé à partir de cellules souches embryonnaires. Ces cellules, très particulières, ont la capacité de se multiplier à l'infini et peuvent donc générer une grande quantité de cellules, ce qui est indispensable pour créer plusieurs centimètres carrés de peau, à condition de contrôler cette prolifération. La seconde qualité extraordinaire des cellules embryonnaires est leur aptitude à se différencier dans n'importe quel type cellulaire de l'organisme, puisque leur rôle est de créer un individu dans sa totalité. Chacune de ces cellules peut ainsi devenir une cellule d'os, de muscle, de cerveau ou encore une cellule de peau appelée kératinocyte. Dans les différentes étapes de la progression de la cellule, un certain nombre de signaux, des substances chimiques, vont orienter la cellule dans sa transformation. L'enjeu de cette recherche était de contrôler la multiplication de ces cellules et de maîtriser les différentes étapes pour les amener au stade des cellules d'épiderme, les kératinocytes. Kératinocyte, c'est le nom scientifique pour cellules de peau. Vous avez compris ce qui a été expliqué dans le film? Ça revient à ce que je vous ai dit. Ça vous parle parce que peut-être qu'il y en a qui font de la conduite accompagnée? Oui? Non, si. Et ça, c'était au stade recherche, mais depuis, c'est passé en clinique. Maintenant, on peut proposer de la peau comme ça, fabriquée au laboratoire, pour, je vous ai dit, pour certains malades ou des grands brûlés, comme des pompiers, par exemple. Et ça ne s'arrête pas là, on peut aussi fabriquer, par exemple, des cellules du fond de l'œil, de la rétine, pour traiter des maladies génétiques des yeux qu'on appelle des rétinites pigmentaires. Il y a certaines formes de ces maladies qui font qu'à un moment donné, on a un champ visuel qui va se réduire, la vision périphérique, on l'aura perdue, restera une vision centrale. C'est comme si vous regardiez à travers le trou d'une serrure. C'est pas génial? Puis à un moment donné, il n'y aura plus rien, on va devenir aveugle. Donc avant de devenir aveugle, en particulier ISTEM a fabriqué à partir de cellules embryonnaires humaines, avec d'autres facteurs de croissance, d'autres produits, des cellules, faire différencier des cellules embryonnaires en cellules de la rétine, et ils ont constitué ce qu'on appelle un patch, comme une espèce de pansement, avec des cellules souches différenciées, qui a été greffé sur le fond de l'œil de différentes personnes atteintes de ces maladies-là, dont Adrien, qui est ici. Je ne vous parle pas de son témoignage, mais je vous le montre, c'est un adulte. Il a commencé à avoir des problèmes de vue à l'âge de 19 ans, et puis il a eu des enfants, ça n'empêche pas d'avoir une vie familiale, mais il avait qu'une trouche et de plus reconnaître les siens, bien sûr, il arrive à grandir. Et il a été traité par thérapie cellulaire. Et en fait, il a témoigné, ça fait déjà 2 ans, qu'il vient régulièrement sur le plateau du Téléthon. Il dit que l'évolution de la maladie s'est arrêtée. C'est déjà beaucoup. Alors, il ne s'est pas revenu en arrière, il n'a pas recouvré complètement la vue. Ça, pour l'instant, on n'est pas là. Mais déjà, ça lui permet de continuer d'avoir son champ visuel qu'il avait l'habitude d'avoir. Et il est quand même rassuré sur l'évolution de sa maladie. Donc c'est déjà un plus. Est-ce que ça va sur les thérapies? Oui? Je vous présente les 3 familles du Téléthon de cette année qui seront présentes sur le plateau, au milieu d'autres, bien sûr. Et je vous présente la petite Lucie, qui est atteinte d'amyotrophie spinale infantile dont on a parlé, qui a reçu le traitement comme les enfants que l'on a vus précédemment, qui sera présente avec sa maman, et puis on verra comment l'évolution se fait après son traitement. Benjamin, lui, est atteint de la myopathie de Duchenne, on en a parlé des muscles. Alors il marche encore, mais il marche mal, et il n'a qu'une trouille, c'est de perdre la marche, et d'être obligé de se déplacer en fauteuil manuel ou pas au début. Mais non seulement ses jambes vont être touchées, mais ses bras aussi vont être touchés, donc il faudra un fauteuil électrique peut-être à un moment donné. Donc on a commencé un essai clinique sur la myopathie de Duchenne depuis peu de temps, et on espère que ce sera aussi efficace que ce qu'on avait trouvé chez les chiens myopathes de Duchenne naturellement, pour pouvoir arriver à un médicament qui sera proposé à des enfants comme Benjamin. Et puis vous avez Lou. Lou, c'est une jeune fille de 13 ans. Alors elle a une maladie qui s'appelle une maladie des mitochondries. Vous savez ce que c'est les mitochondries? Vous n'avez pas l'air. Si, ça vous rappelle rien. Ce sont des petits organites qu'on trouve dans la cellule. Alors, on parle bien sûr du noyau quand on parle d'ADN, mais aussi il y a les lysosomes, le réticulum endoplasmique, là, par les Golgi, et les mitochondries, par exemple. C'est là où se fabrique l'énergie de la cellule, pour fabriquer de l'ATP, on verra ça dans le cours, et c'est par là que
la cellule va faire la chaîne respiratoire. Nous, on respire, mais nos cellules respirent aussi, d'accord, grâce à ces unités-là. Vous imaginez que s'il y a un défaut dans l'ADN qui touche des protéines qui permettent à la chaîne respiratoire de se faire, ou à la production d'énergie de se faire dans la mitochondrie, et que là ça ne fonctionne plus, dès la naissance, il va y avoir des signes qui vont faire que toutes les cellules du corps, les 100 000 milliards de cellules qui nous composent, vont avoir ce défaut-là, et vont avoir du mal à fournir de l'énergie au corps complet, et aussi à pouvoir oxygéner, respirer de cellules. Et donc, malheureusement, Lucie avait un petit frère qui avait la même maladie qu'elle. Il est décédé déjà à 8 ans. D'accord ? Et vous la verrez sur le plateau, elle se déplace encore, mais pas extrêmement bien. Et puis, elle commence à avoir des problèmes pour s'exprimer. Enfin, voilà, vraiment, tout son corps est touché. Et là, la recherche commence à peine. Voilà. Mais c'est une maladie extrêmement rare. C'est pas parce que c'est extrêmement rare qu'on ne doit pas faire quelque chose. Ça, c'est le credo de l'AFM, c'est que même si c'est rare et qu'il y a une possibilité de faire un traitement, on va le faire. Ça va pour les thérapies et les maladies? Non, vous n'avez pas de questions particulières? Tout ce qu'on fait sur les maladies rares, par exemple pour les rétinies pigmentaires dont j'ai parlé des yeux, eh bien ça peut servir aussi pour des maladies qui ne sont pas forcément génétiques, qui ne sont pas rares, comme les maladies qui touchent les personnes âgées, qu'on appelle la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y avait des pubs à la télé, à un moment donné, on voyait, si vous voyez des lignes qui font comme ça, renseignez-vous, c'est pas normal. Voilà. Et en fait, c'est des personnes qui ont un problème de vieillissement de cellules de la rétine. On pourrait imaginer, c'est pas Généton qui va le faire, mais un autre laboratoire de pharmacie peut le faire, par thérapie génique ou par thérapie cellulaire, traiter de la DMLA pour pouvoir suppléer aux défauts des cellules de la rétine de ces personnes qui vieillissent. D'accord? Donc là, ça touche énormément de monde. Bon voilà, vous avez d'autres exemples comme ça, mais je ne vais pas insister là-dessus. On va parler des métiers. Vous êtes en première, ça va arriver, hein, vite. Il va falloir y songer sérieusement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vu des terminales ce matin, au mois de janvier, il faut qu'ils commencent à faire leurs vœux, hein, donc ça va vraiment arriver vite. Donc dans un an, vous serez dans la même situation. Je vous mets la pression. Hein. Alors, ici, vous oubliez les deux premières colonnes, puisque vous êtes déjà dans une série de bac général, et avec une dominance, pour l'instant, une spécialité de sciences de la vie et de la Terre. Si vous la gardez en terminale, vous pourrez faire ce que je vais vous dire. Vous pourrez faire des études qu'on appelle courtes. Bon, je n'aime pas le terme, mais enfin, c'est un petit peu ça. 2 ou 3 années d'études après le baccalauréat. C'est pour ça qu'il s'appelle Bac plus 2 ou 3. Vous pourrez avoir un diplôme qui s'appelle un BTS ou un BUT qui s'appelle Bachelor maintenant en université, ou une licence professionnelle qui vous permettront d'être technicien supérieur de laboratoire. Le technicien supérieur de labo, son métier, c'est de faire des expériences, des expérimentations, de manipuler du matériel, des plastiques, du verre, des bactéries, des virus, tout ce qu'on veut, pour faire avancer les connaissances. Donc si vous aimez voir en pratique ce qu'on vous apprend en théorie, en cours, mais que vous n'avez peut-être pas forcément complètement compris, eh bien en faisant, on comprend mieux. Et si ça vous correspond comme type d'apprentissage, ça sera peut-être un métier qui vous plaira. D'accord ? Et quand on est technicien de laboratoire, on est au sein d'une équipe, il y a des ingénieurs, il y a des chercheurs avec nous, on a d'autres techniciens, on travaille avec d'autres services, même à l'étranger. C'est hyper enrichissant. Et les enseignements en BTS, en BUT ou en licence pro sont pour la moitié des travaux pratiques. Ou alors vous voulez être ingénieur. 5 années d'études après le baccalauréat. En gros, il y a 2 façons d'y arriver. Vous allez à l'université, je pense qu'à Rennes, il y en a, en SVT. Vous faites une licence, ça dure 3 ans, en bio quelque chose. Hein. Biomoléculaire, biochimie, biotechnologie, génie biologique, tout ce que voilà. Et puis vous faites 2 années supplémentaires, un master, ça s'appelle. Où là, vous allez vous spécialiser plutôt biologie moléculaire que biologie végétale. Enfin voilà, ça vous verrez. Vous avez les 3 premières années pour commencer à savoir un peu ce que vous allez faire en master. Et vous serez ingénieur issu d'université. Ou alors, vous avez déjà un très bon dossier, et ça commence maintenant pour vous, en première et en terminale, avec des bonnes appréciations, pour rentrer dans des classes préparatoires aux grandes écoles de biologie, d'agronomie et d'école vétérinaire.
Ça s'appelle BCPST, l'acronyme. Alors, je dis ça parce que là, vous allez être dans un lycée, et pendant 2 ans, c'est comme au lycée, vous aurez des interros écrites, des interrogations orales qu'on appelle des cols, sur différentes matières que vous aurez, puis des travaux sur table tous les samedis matins, 4 heures, où vous allez apprendre au fur et à mesure. Si vous avez besoin d'être coaché, régulièrement interrogé pour que vous appreniez, ça peut vous convenir, mais il faut quand même bien bosser. Mais bon, de toute façon, on n'a rien sans rien. Si vous allez à l'université, il faut savoir que vous avez 2 moments où vous avez des partiels, des interrogations écrites sur ce que vous avez vu, sur 3 mois d'études. Alors si vous ne travaillez pas au fur et à mesure, ça ne va jamais le faire. Il faut que vous soyez autonome dans vos apprentissages, que vous alliez à la bibliothèque pour approfondir vos cours, tout ça. Donc ça, c'est à vous de vous connaître aussi, de savoir quelle branche vous pouvez choisir et quel type d'apprentissage vous correspond le mieux. Et là, vous serez aussi, donc, les 2 classes préparatoires, vous vous amenez à passer des concours pour entrer dans des écoles d'ingénieurs. Donc, c'est un concours. Vous savez la différence entre un concours et un examen, quand même. C'est clair pour tout le monde ou pas? J'aime bien, parce qu'une fois que j'ai dit ça, quelqu'un m'a dit, au bout d'un concours, on a gagné quelque chose. Oui, on a gagné une place pour entrer dans une école d'ingénieurs. C'est pas faux. Mais il faut être le meilleur des meilleurs, en fait. Il y a suffisamment d'écoles pour que vous trouviez une place, je vous rassure. Et là, pendant 3 ans, vous allez apprendre le travail d'ingénieur dans une spécialité biotechnologie, génie génétique, purification, voilà, des choses comme ça. Et vous aurez un métier, ingénieur, qui n'est pas celui du technicien, qui est un niveau quand même de connaissance au-dessus. Heureusement, vous avez fait quand même 2 ans d'études supplémentaires. Et puis votre travail, c'est aussi de donner le travail aux techniciens, de les aiguiller dans leur recherche, d'interpréter avec eux les résultats, de trouver ce qu'un chercheur japonais qui a écrit en anglais, et là j'insiste lourdement, qu'on soit technicien de labo, ingénieur ou chercheur, il faut lire l'anglais scientifique, minimum, l'écrire, quand on est ingénieur on écrit des articles, chercheur aussi, et le parler, parce que à ce niveau-là, vous pouvez être amené à aller dans des colloques internationaux pour parler de vos travaux à l'oral ou pour faire des posters écrits, mais vous allez discuter et des résultats à l'oral avec des collègues qui viendront vous voir. Ne négligez pas l'anglais. Je suis désolée, mais c'est comme ça. C'est de l'anglais scientifique, hein, c'est pas du Shakespeare. Mais quand même. Et voilà le travail de l'ingénieur. Mais j'ai des petits films après qui vont vous éclairer un petit peu là-dessus. Bon, c'est décidé, vous êtes chercheur. Non, personne. Donc, 8 ans d'études après le bac. Alors ça fait... Des fois vous me dites, oh, 8 ans d'études. Vous êtes à l'école depuis l'âge de 3 ans. D'accord. Les 8 ans d'études, vous les avez déjà faits. Hein. Donc, vous voyez que c'est faisable. Moi, j'ai qu'un conseil à vous donner, c'est de vraiment être clair avec vous-même. C'est de faire la liste de ce que vous aimez faire, vous n'aimez pas faire. Les matières que vous aimez pour l'instant et un peu moins déjà au lycée. Vous aimez travailler en groupe, vous aimez travailler tout seul. Vous voulez travailler dehors ou à l'intérieur. Vous aimez voyager, vous aimez voyager. Enfin voilà, posez-vous les bonnes questions. Et puis aussi, c'est vous qui allez travailler, c'est pas vos parents. Alors là, c'est un gros combat sur votre orientation future. Discutez avec vos parents. Essayez de leur dire que, enfin, c'est pas essayer, il faut voir ensemble ce qui est possible. Si vous devez partir d'ici le Dinan pour aller faire des études à Paris, je sais que c'est compliqué, que financièrement c'est un coût, mais si c'est que là que vous aurez votre formation qui vous convient, donnez-vous la chance d'y aller, quoi. C'est ça que je veux dire. Ne vous mettez pas de frein. Alors, qu'est-ce que je suis, puisque je ne suis pas chercheuse? Je vais vous dire. Alors, j'ai eu un bac scientifique il y a longtemps, très longtemps, avec l'équivalent d'une spécialité sciences de la vie et de la Terre, en ce moment. Et moi, je savais dès la première, et je vais vous dire pourquoi, que je voulais faire de la biologie et des études courtes. De la biologie parce que j'avais une enseignante de SVT à l'époque qui avait fait ses études avec une collègue à elle qui était devenue responsable d'un service, donc chef de labo, du CNRS à Nogent-sur-Marne, donc à l'est de Paris. Et elle s'occupait d'un labo où ils essayaient de comprendre comment justement des embryons se faisaient, les étapes de l'embryogénèse. Et aussi elle travaillait sur le rejet des greffes. Tout ça, c'est un petit bien aussi. Et donc, ma prof a demandé à ce que sa collègue vienne lui faire des TP un peu spéciaux au laboratoire. Dans le lycée où j'étais, mon père était le proviseur, donc il n'a pas de nom, forcément. Et donc, j'ai pu bénéficier de ça.
Et elle nous a expliqué le système de rejet de greffe, le système qu'on appelle HLA. Enfin, je pense que vous avez vu ça à un moment dans les études, où vous allez peut-être en parler. Enfin bref. Et les travaux pratiques, c'était... Elle nous a donné des œufs. Et on a ouvert l'œuf. Chacun, n'était par deux. Et vous, quand vous ouvrez un œuf, qu'est-ce que vous voyez dedans? C'est pas compliqué la question. Qu'est-ce que vous voyez dans un œuf quand vous l'ouvrez? Un œuf frais que vous sortez, du blanc et du jaune. Très bien. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ben, nous, quand on a ouvert, il y avait du blanc, mais le jaune était un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il y avait des yeux globuleux, il y avait le début d'un bec, il y avait un embryon de poulet, de poussin dedans. Okay. Donc c'est un œuf fécondé. Et on a greffé à la place des futures ailes du petit poussin qu'on a enlevé au scalpel, autour d'un bec d'insecte, stérilement, comme on a pu. On a greffé des embryons, enfin des morceaux, enfin le début, les bourgeons, je cherchais le mot, d'ailes de cailles. Vous voyez ce que c'est des cailles? C'est des animaux, mais des oiseaux avec des plumes de différentes couleurs, blanches, marron, noires. Et on a cousu ça avec du fil et une aiguille et tout ça. Elle a ramené les œufs chez elle au CNRS et 3 semaines plus tard, elle nous a invités à venir, on a pris le bus et on est allé dans le labo. Donc on allait tous les uns après les autres en petits groupes voir ce qui se passait dans le labo. En attendant, nous on était à la bibliothèque et c'était une époque où il n'y avait pas d'ordinateur portable. Oui, ça existait. Il n'y avait pas de téléphone portable non plus. Et on arrive à vivre. Et donc toutes les revues scientifiques étaient dans des revues tirées sur papier, rangées dans la bibliothèque, et donc on lisait les articles en anglais pour s'occuper. Et là on se dit, waouh, ça commence bien. Et on est descendu dans le labo, et là j'ai vu un monsieur qui était en blouse devant ce qu'on appelle un microscope électronique, qui est très grand, plus grand que la personne, et elle était en train de trafiquer quelque chose, enfin elle regardait au microscope des cellules, c'était des neurones, puisqu'après on a une photo de neurones au microscope électronique. Là j'ai dit ça, je ne veux pas faire ça, parce que le monsieur n'avait pas l'air content, peut-être qu'on m'embêtait, hein, je ne sais pas. Puis il m'avait l'air vieux, enfin je pense que je suis aussi vieille que lui à l'époque, mais bon. Je dis non, ça je ne veux pas faire. On a vu d'autres labos, donc ça me plaisait bien. Et à la fin, on va dans le poulailler, au fond du jardin du CNRS, pour voir nos petits poussins. En fait, il y en avait un qui avait survécu. Ouais, comme quoi, on n'était pas forcément très très bon. Et effectivement, le petit poussin était bien jaune sur la partie du corps, voilà. Et il avait des ailes striées de cailles. Et là, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Alors, c'est pas ça que je fais à Généton, mais je suis dans la partie, je voulais comprendre ce qui s'était passé, je voulais en savoir plus. Donc, ma vocation, je l'ai eue en première. Ça tombe bien. Alors, et je voulais faire des études courtes pour partir de chez mes parents, vivre ma vie, voilà. Donc j'ai trouvé, comme je suis dans la région parisienne, un BTS dans un lycée qui existe toujours, recrutement national. Si vous voulez postuler l'an prochain, c'est possible, il faut un bon dossier pour y rentrer. Si vous y rentrez, vous aurez votre BTS. Et comme je vous dis, en BTS, vous avez des formations très pratiques. J'avais des travaux pratiques de biochimie qui duraient 5 heures de filée. Et là, vous me dites, ah, 5 heures, c'est long. Non, c'est pas long. On n'a pas le temps de rédiger le compte-rendu, il faut le mettre à 8 heures du matin dans le casier du prof. Mais ça permet de bien comprendre les choses. J'ai eu mon BTS et là, je ne voulais plus travailler tout de suite. Alors ça aussi, on a le droit de se poser des questions quand on est jeune et même quand on est plus âgé. Je me suis dit, je ferais bien une année supplémentaire parce que j'avais fait un peu d'immunologie, mais pas beaucoup. Finalement, ça me plaisait, je voulais en savoir plus. J'ai trouvé une école qui existe toujours à Paris, qui s'appelle STBA. Et j'ai fait de l'immunologie, donc c'est tout ce qui est en rapport avec les globules blancs, le système immunitaire, tout ça. Il y avait 12 places, on était 40 à se présenter, j'ai passé en oral et j'ai été prise. Alors j'étais prise pas par hasard, hein, c'est parce que je voulais vraiment faire ça. Et j'ai convaincu, mais j'étais vraiment... j'ai dit que je voulais faire ça, et pourquoi je l'ai fait. Donc ils m'ont dit, ok, elle m'a motivée, donc hop, j'y suis allée. Et c'était 5 semaines de cours, donc ça s'est passé très vite, mais 9 mois de stage où j'étais payée. Pas mal, déjà. Dans on appelle ça une start-up maintenant, qui s'appelait une biotech à l'époque, en agronomie, et je travaillais sur des contaminants de la mayonnaise, du ketchup et de la bière. À l'époque, on ne pouvait pas... Enfin, si on vendait de la bière trouble, les gens ne l'achetaient pas, ils trouvaient ça, c'est pas normal. Maintenant, tout le monde achète de la bière trouble, parce que c'est même une façon de faire monter, IPA. Pas de la pub pour la bière, mais enfin, je pense que vous connaissez.
Et maintenant, ça vend. Bref. Et donc, j'immunisais des souris, je les immunisais avec ce qui donnait le trouble de la bière, par exemple. Ça s'appelait des pédiocoques, des bactéries. Et donc, elles fabriquaient pour nous des anticorps contre ces agents infectieux. Ces anticorps, je les obtenais en faisant la fusion de la rate de la souris immunisée. Donc, je sacrifiais des souris, ça c'est vrai. Et je cultivais de façon stérile sous des holotes laminaires. Je faisais la fusion de ces cellules de la rate avec des cellules de cancer qu'on appelle des myélomes. Et ça permet de fabriquer des anticorps. OK ? Donc ça, je ne savais pas le faire en BTS. Hein. Et puis, pour voir si mes anticorps étaient bien comme il faut, je les marquais avec de la fluorescence. Donc j'ai utilisé de la fluorescence avec des microscopes à fluorescence. Puis je l'ai purifié par chromatographie. Donc en fait, en 9 mois, j'ai acquis plein de technologies différentes qui m'ont permis de rentrer à Généton. C'est comme ça qu'ils m'ont embauché. Le labo se créait. Je cherchais 50 techniciens de labo. J'ai été prise. Et j'y suis toujours. Alors ça fait pas 32 ans que je fais le même métier. J'ai commencé à la banque de cellules et d'ADN ici de Généton. Ben, je ne sais pas si vous me reconnaissez en photo. Je suis dans une pièce où il y a des cuves d'azote. Alors, en fait, c'est des cuves en inox qui contiennent de l'azote. Alors, l'azote, normalement, c'est sous quel état? Gazeux. D'accord? Il y en a dans l'air en ce moment. Si je descends à moins 196 degrés Celsius, ça devient liquide. Très bien. Donc, j'en remplis mes cuves. Du coup, je peux faire tremper dans des racks, comme ça, par armoire, dans des petites ampoules. Je congelais des globules blancs de patients atteints de maladies génétiques. Pour aller rechercher dans le noyau cette fameuse molécule, c'est quoi ça? Alors vous avez fait cette expérience normalement en 3e ou en seconde. Alors quand je vais en classe de 3e, ils disent non, ce sera en seconde, et quand je vais en seconde, ils disent non, ils m'en font en 3e. Et des fois, ils ne le font jamais. Vous n'avez jamais extrait de l'ADN à partir d'oignons écrasés? Ah si, avec du sel, du produit vaisselle, de l'alcool. Et vous avez vu une méduse d'ADN, comme ça, un précipité d'ADN. Donc moi, je faisais ça à partir des globules blancs des patients. Pour faire quoi? Pour faire dans un laboratoire, où je suis allée après à Généton, une autre pièce, donc j'ai changé de service, où j'utilisais des séquenceurs automatiques. Et en fait, c'est pas seulement moi qui les utilisais, mais des équipes de chercheurs français ou étrangers qui venaient pour ça, pour lire des séquences d'ADN. Vous voyez ici, il y a de l'ADN avec des courbes comme ça sort comme ça, une séquence d'ADN, et vous voyez, C, G, T, C, C, T, C, ça c'est une séquence d'ADN, c'est les nucléotides qui s'enchaînent les uns à côté des autres. Donc j'encadrais des équipes de chercheurs français ou étrangers, donc comme c'était des étrangers, souvent tout était en anglais, j'insiste encore. Et si je comparais une séquence d'ADN dans une famille où il y avait des gens qui n'étaient pas malades, et je comparais au même endroit dans un gène la séquence d'ADN chez le malade, les malades de la famille, je trouvais à chaque fois qu'en 3e position, la thymine était remplacée par une adénine, par exemple. J'ai mis en évidence une mutation de type substitution, et très précisément une thymine remplacée par une adénine. Ah, ça y est, j'ai trouvé la mutation. Donc je peux après imaginer un traitement de thérapie génique. Vous voyez le truc? Ensuite, j'ai rechangé de service à Généton. Et là, je suis passée, alors c'est moi encore, il y a quelques années, j'ai changé de statut. Au bout de 7 ans d'expérience, je suis devenue assistante ingénieur. C'est-à-dire que j'ai le diplôme d'un ingénieur sans avoir passé le diplôme. Pourquoi? Je ne l'ai pas volé, hein. C'est parce qu'on a reconnu mes connaissances et mes compétences. Je savais faire la même chose qu'un ingénieur qui sortait d'école. Donc j'ai été payée plus. Toujours moins, quand même. Et j'ai eu aussi plus de responsabilités, mais je le voulais bien, je ne m'ai pas forcé. Donc je donnais le travail aux techniciens. Mais bon. Et là, je suis devant les bioréacteurs qu'on a vus un peu dans le film de la bioproduction. C'est des réacteurs où on faisait de la culture cellulaire pour faire des vecteurs de volume dans des cuves de 200 litres pour des maladies, en particulier des muscles. Mais je ne vous cache pas que ça faisait 18 ans que je travaillais à la paillasse, comme on dit, à faire des expérimentations. Et à un moment donné, je suis restée bloquée 2 mois sur une manipulation où je changeais un paramètre après l'autre. Vous savez, quand on fait une expérience, si on change tout d'un coup, on ne peut rien conclure. Donc là, je changeais la température, je regardais ce que ça donnait. Ça ne s'améliore pas, je revenais au problème. Je change la rotation, les vitesses de rotation des cellules en suspension. Oh, c'est encore plus mauvais qu'avant, je reviens au truc. 2 mois. 2 mois pour trouver le bon paramètre et la bonne combinaison. Alors là, je me suis dit, je ne sais plus quoi, ça ne me convient plus, je ne suis plus patiente. C'est le côté patient de la chose. Je dis, il faut que je fasse autre chose. Et mon métier actuel est le même que celui de
Jamy ou Fred ou Sabine. C'est quoi leur métier? Ils font quoi? Oui? Ils expliquent aux gens comment ça fonctionne. Ce sont des vulgarisateurs scientifiques, le mot me convient. Le mot plus académique, c'est médiateur scientifique. Je suis médiatrice scientifique, je suis même responsable de la médiation scientifique au service. Donc, ici, vous reconnaissez au milieu, là? C'est Fred. Il y a 2 ans, à Évry. Oui, il a vieilli, oui. Mais moi aussi, hein. Moi je suis là. Et mon collègue Jérôme. Mon travail consiste donc à faire, par exemple, des formations. Ici, je suis avec un groupe de malades à Généton, avec un microscope, un ordinateur, et de mon ordinateur et mon microscope, je peux voir ce que la personne a mis ici sous la lame du microscope. Ce sont des cellules de la bouche, colorées, pour voir, par exemple, le noyau des cellules ici. Et pendant ces formations qui durent 3 jours, sur une maladie génétique, par exemple des muscles, j'ai fait le travail aussi avec les hémophiles français, enfin plein d'autres maladies, eh bien, ils ont fait des analyses d'ADN, des électrophorèses, ils ont vu des mutations, ils ont pu faire fabriquer des protéines par des bactéries, enfin tout un peu de choses. Et le 3e jour, ils rencontrent un clinicien, ça veut dire un médecin spécialisé dans la maladie, moi je suis pas médecin, ou un chercheur pour leur donner les dernières nouvelles de ce qui se passe dans le monde pour leur maladie. Et ils arrivent à se parler. Parce qu'ils parlent des mêmes choses. Ils savent ce que c'est que l'ADN, l'ARN messager, tout ce que vous savez à l'école, sauf qu'eux, ils ne l'ont jamais appris. Là, je m'occupe des visites de Généton aussi, donc vous connaissez les cuves d'azote. Avec mon collègue Jérôme, ici, on a créé un escape game. C'est ce que c'est un escape game. Alors celui-là est un peu particulier, il est unique. Hein. Ça s'appelle le laboratoire de l'innovation. C'est un ensemble de 4 pièces, et vous êtes en équipe, vous avez un dossier clinique, et vous avez 30 minutes en équipe pour trouver un médicament pour traiter Benjamin. D'accord? Chaque minute de perdu est une année de recherche supplémentaire. Et dans les pièces, vous avez plein d'indices, et si vous avez la même méthode que nous, c'est-à-dire la démarche scientifique, vous allez trouver les indices qui vont vous permettre d'arriver au traitement. Ok? Et là, c'était à Rennes au mois de juin, cette année. On est, Optique 2000 est partenaire du Téléthon, et ils ont développé un partenariat avec les Jeux Olympiques 2024, et on a développé un stand qui parle des muscles, du muscle sain, sans défaut, mais aussi du muscle malade, puisque nous on travaille sur des maladies neuromusculaires pour expliquer ce qu'on fait dans les laboratoires financés par le Téléthon. Donc vous voyez qu'ici c'est un jeune qui fait du patin à roulettes, parce que c'était sur un événement qui s'appelait Rennes sur roulette, qui durait 3 jours. Donc les gens viennent faire du patin à roulettes, puis finalement on leur parle de science. Donc il faut vraiment s'adapter. Et on les attrapait parce qu'on leur faisait se mesurer la force des mains avec des dynamomètres, des appareils qui permettent de connaître sa force musculaire dans l'avant-bras. Ça permettait d'aller plus loin. Alors, dans un laboratoire, il y a différents métiers possibles. Bien sûr, il y a des métiers scientifiques, je vais revenir dessus, mais il y a aussi des métiers qui ne sont pas scientifiques. Et sans ces personnes, des services, on appelle ça support ou autres, administratifs, on n'arrivera jamais aux médicaments. Je m'explique. Ici, vous avez des juristes, ce sont des gens qui ont fait des études de droit à l'université et qui vont nous aider, par exemple, à rédiger des brevets. Vous savez ce que c'est qu'un brevet? Oui, c'est un papier qu'on écrit, alors avec un juriste, parce que c'est du droit, il faut quand même écrire des choses comme il faut. Et nous, on apporte le côté scientifique, on explique qu'on a mis 15 ans à développer un moyen de fabriquer des vecteurs de thérapie génique. Si ça fait 15 ans qu'on l'a développé, on n'a pas envie que toutes les industries pharmaceutiques nous copient sans nous devoir quelque chose. Donc si une industrie pharma veut faire la même chose que nous, ils nous payent pour connaître la recette qu'on a mise au point. D'accord? On la partage, mais c'est donnant-donnant, quoi. Donc sans juriste, on ne peut pas, nous, arriver à valoriser nos travaux. Vous avez des informaticiens, des bioinformaticiens. Ça, c'est l'avenir. Si vous cherchez du boulot, on manque de bioinformaticiens. C'est-à-dire que toutes les machines qu'on utilise pour faire des réactions, des expériences vont donner des résultats qu'il va falloir interpréter et stocker et analyser avec des logiciels qui n'existent pas. Donc on demande à des gens qui ont fait de la biologie parce qu'ils vont comprendre ce que nous, nos besoins, donc on fait un master en biologie, mais aussi qui ont fait beaucoup de choses en informatique. Alors c'est pas des jeux vidéo, c'est vraiment de la programmation,
pour qu'ils puissent créer pour nous des logiciels qui vont nous permettre d'analyser ce qu'un robot aura fait pendant la nuit. Et nous, derrière, on a des machines qui vont nous pré-mâcher un peu les résultats. Alors, bien sûr, on repasse derrière, hein, mais ça nous fait gagner un temps fou. Ces métiers-là, ça existe, des doubles compétences en master. Donc, je pense qu'à Rennes, ça existe, mais bon, à Ivry, ça existe aussi un peu partout. Si vous avez ces études-là en main, vous aurez un travail. Et puis, il y a aussi des gens qui achètent le matériel pour nous. C'est pas moi qui appelle un fournisseur de pipettes graduées usage unique en plastique pour la semaine de travail suivant. C'est négocié au niveau du laboratoire, donc on a des prix qui baissent, et puis on est sûr qu'il y a toujours du matériel à nous à disposition pour travailler. Donc c'est des gens qui ont fait par exemple des BTS de force de vente. Voilà. Donc pas du tout de la biologie. Maintenant, si vous voulez vraiment travailler dans un labo pour faire de la biologie, il y a donc différents métiers qu'on peut regarder. On ne va pas regarder trop de métiers, mais vous avez technicien supérieur de labo, vous avez ingénieur, chercheur. Clinicien, c'est un médecin, donc on n'a pas médecine, parce que vous savez le travail d'un médecin. Enfin, je pense que vous avez tous un généraliste. J'espère pour vous. Et puis, vous avez attaché de recherche clinique. Ça, c'est des gens qui sont à l'hôpital, qui vont suivre les enfants, par exemple, qui rentrent en essai pour tester un produit de thérapie génique, avant le traitement, pendant le traitement et après le traitement. Alors, est-ce que vous voulez qu'on regarde un technicien supérieur de labo, un bac plus 3? Oui? Je vous donne des prénoms, vous allez voter. Virginie, Laetitia ou Kevin? Virginie. Ah, d'habitude, c'est Kevin. Alors, Virginie. Elle travaille à Généton, elle va vous expliquer en quoi consiste son travail. Bonjour, je m'appelle Virginie Lafonderie, je suis technicienne de recherche au Généton depuis 11 ans. Je travaille dans une équipe qui étudie les maladies neuromusculaires. Dans ce cadre-là, j'interagis étroitement avec un chercheur qui, lui, va mener à bien un projet. Et quotidiennement, je vais, moi, réaliser les manipulations concernant ce projet afin de faire évoluer les études. Mon métier se situe au début de la recherche. Je dois maîtriser différentes techniques. Je dois également réaliser une veille technologique afin de savoir si des nouvelles techniques ou technologies sont valables pour nos expériences. Pour être technicienne de recherche, j'ai obtenu un baccalauréat scientifique. Par la suite, j'ai fait un IUT de biotechnologie, option analyse biologique et biochimique. Et j'ai complété ma formation avec une année de spécialisation en bioindustrie biotechnologie. J'ai donc un bac plus 3. Ce qui me motive principalement dans le fait de travailler en tant que technicienne de recherche, c'est le fait de pouvoir apporter aux patients un traitement pour des maladies qui actuellement n'en ont pas. Dans le quotidien du métier, ce qui me plaît, c'est le travail en équipe, le fait d'interagir avec différents scientifiques, techniciens ou chercheurs au sein de Généton et à l'extérieur de Généton. Le fait de pratiquer l'anglais aussi. Dans notre métier, nous sommes amenés à travailler sur différents sujets, car lorsqu'un projet est terminé, un autre commence. Et à ce moment-là, on est amené à découvrir de nouvelles techniques. J'ai par exemple, moi, travaillé auparavant en immunologie. Je travaille actuellement sur une maladie neuromusculaire qui est un tout autre domaine. Est-ce qu'il y a un autre métier que vous voulez regarder? Chercheur peut-être? Ok, lui sympa, vous allez voir. Je m'appelle Stéphane Vassilopoulos, je suis chercheur à l'INSERM, je travaille à l'Institut d'immunologie qui se trouve à Paris, à la Pitié-Salpêtrière. L'Institut d'immunologie a pour objectif la compréhension et la guérison de myopathie, c'est-à-dire de toutes les maladies qui touchent le système neuromusculaire. Mon métier consiste à
essayer de comprendre comment fonctionnent les cellules, trouver des thérapies innovantes qui permettent d'envisager de guérir ces patients. On cultive des cellules dans des petites boîtes de plastique et on les regarde par des techniques de microscopie. On utilise des microscopes avec de la lumière et on utilise des microscopes avec des électrons. J'ai évidemment fait un baccalauréat scientifique, j'ai fait une terminale scientifique. Et puis ensuite, j'ai commencé par des études de physique et de chimie. J'avais envie de travailler dans un laboratoire. J'avais envie de voir des choses vivantes, donc des cellules, des animaux. J'avais envie de travailler avec les outils de la biologie moderne. Et donc, tout doucement, j'ai modifié mon cursus pour m'intéresser de plus en plus d'abord à la biochimie et dans un deuxième temps à la biologie cellulaire. Le plaisir de découvrir des nouvelles choses. Ça, c'est, je pense, la chose la plus importante. Et évidemment, ça, on le vit, peut-être pas tous les jours, mais on le vit très souvent, c'est-à-dire de faire des découvertes qui vont se traduire dans un deuxième temps par des possibilités de thérapie sur des patients. Ça, c'est évidemment le saint graal de tout chercheur, c'est d'arriver à comprendre un mécanisme qui ne fonctionne pas correctement et, dans un deuxième temps, de trouver un remède pour la pathologie à laquelle on a affaire. En l'occurrence, dans les myopathies, ce sont des cellules musculaires qui ne vont pas bien, et elles ne se contractent pas, elles ne répondent pas aux cellules nerveuses. Il y a une qualité qui n'est pas essentielle, c'est d'être le premier de la classe, c'est d'être tout le temps le meilleur, c'est d'avoir que 20 sur 20 en mathématiques et en physique. Ça, c'est pas une qualité pour la recherche absolue, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. C'est de la patience, c'est de la persévérance, de la motivation et de l'enthousiasme. Ça, ce sont des choses qui sont essentielles pour la carrière d'un chercheur. C'est plutôt rassurant ce qu'il vous raconte, Stéphane. Alors, il faut quand même travailler, je vous rassure. Mais effectivement, il faut être surtout patient et curieux quand on est chercheur. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu? Et tout ça, c'est possible parce que, j'insiste, là, c'est bientôt le Téléthon, 2 et 3 décembre. Bon, il y a plein de choses comme ça. Avant de partir, si vous voulez, vous avez des petits flyers que vous pouvez prendre, qui reprennent en partie, là, au verso, thérapie génique, thérapie cellulaire. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, les d'autres films des métiers, vous pouvez avoir accès, vous les enseignants, mais vous aussi, sur le site de l'AFM, il y a un onglet Téléthon, éducationtéléthon.fr, il y a les films que vous pouvez regarder. C'est des films que vous retrouvez sur YouTube aussi. Donc n'hésitez pas à aller les voir si vous voulez parler plus orientation à un moment donné. Et vous n'avez vraiment pas d'autres questions à me poser? Pas de questions taboues? Non? Vous avez une question? Oui, j'ai des questions, j'en ai plusieurs. Oui. Peut-être une première question sur... avant de poser la question... On va prendre un micro peut-être. Alors moi j'avais une première question sur une des maladies que vous aviez présentées, une des maladies génétiques pour lesquelles vous proposiez une thérapie génique. On voyait que les personnes qui étaient soignées avaient encore des séquelles au niveau du faciès ou au niveau de leur façon de se déplacer. Tout à fait. D'où ça vient? Et en fait, est-ce que la thérapie génique va combler ces troubles-là ou est-ce qu'ils vont rester définitivement? Alors, dans les films qu'on a vus sur la myotrophie spinale, où tous les enfants qui ont été traités ont témoigné, on s'est aperçu que plus tôt l'enfant était traité, diagnostiqué, plus les effets étaient les meilleurs, c'est-à-dire il n'y avait pas de séquelles. Le petit garçon Oscar qui a été traité à 43 jours, c'est-à-dire, vous vous rendez compte, un peu plus d'1 mois. Il a été diagnostiqué comme ayant cette mutation dans ce gène, et en Belgique, il a pu recevoir le traitement très vite. En France, il n'y a pas de diagnostic, de dépistage systématique de la myotrophie spinale infantile. L'AFM, comme pour la mucoviscidose par exemple, quand un bébé naît, je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous avez eu des petits frères ou des petites sœurs, on ne vous rappelle plus, l'enfant reste 3 jours à l'hôpital avec la maman, et on lui fait des tests avec une petite prise de sang, et on regarde s'il n'y a pas la mucoviscidose, s'il n'y a pas d'autres pathologies comme ça, parce qu'il y a un traitement à faire déjà, une prise en charge à faire dès l'enfance, pour éviter que la maladie soit trop dégrade trop la vie. Eh bien, pour cette maladie-là, il n'y a pas de dépistage systématique. Or, tous les ans, il y a des enfants qui naissent avec cette maladie, et sans traitement, c'est 2 ans de vie, on a vu. Maintenant qu'il existe un traitement, l'AFM a demandé à l'État français, au ministère de la Santé, de mettre dans la liste des diagnostics obligatoires
le diagnostic contre l'amyotrophie spinale infantile, puisqu'il y a un traitement à disposition. Et qu'ils nous ont montré qu'effectivement, Oscar, le petit Belge qui se déplace sans aucune difficulté, a quand même eu un traitement qui a l'air bien efficace, alors que Hyacinthe ou Augustin, que vous voyez, qui quand même font du vélo, du tricycle, sont parfois obligés de se déplacer encore en fauteuil. D'accord? Donc c'est quand même dommage d'en arriver là. Et donc, l'AFM a donné 600 000 € à la place de l'État pour l'instant pour montrer dans 2 régions test, donc c'est le Grand Est et la Nouvelle-Aquitaine, pour mettre en place et subventionner les diagnostics dès la naissance pour ces maladies-là. Au bout d'1 an et demi, 2 ans, les résultats seront remontés au ministère de la Santé. Le but étant de montrer que ça aura permis de traiter tant d'enfants et qui n'auront pas de séquelles, puisqu'ils auront eu le traitement aussitôt qu'Oscar. Pour que ça devienne nationalement pris en charge pour toutes les autres régions, mais c'est l'AFM qui a fait un vrai lobbying, pour le coup, le bon côté de la chose, en disant nous, association de patients, d'enfants, on ne peut pas accepter qu'un traitement existe et que si on le donne trop tard, enfin très tard, c'est jamais trop tard, parce que ces enfants sont quand même sauvés, mais sans séquelles, il faut le faire. Donc c'est une très bonne question que vous me posez. Est-ce que vous avez des questions? Alors, votre enseignante a une question. Moi, je me suis posé la question de la différence entre la thérapie cellulaire et la greffe. Et pourquoi dans la thérapie cellulaire, vous ne parlez pas de rejet, alors que dans les greffes, on parle de rejet? C'est une bonne question aussi. Pour la thérapie cellulaire, il peut y avoir des rejets. Alors, thérapie cellulaire, c'est quand même des cellules qui ont été donc à partir de cellules embryonnaires, mais c'est vrai qu'elles sont quand même un peu dérivées, mais elles sont visiblement pas autant rejetées que des tissus déjà somatiques qu'on greffe, voilà. Donc, je parle en jargon, cellules somatiques, c'est les cellules différenciées, comme la peau, voilà. Par contre, ce que fait ISTEM, on n'a pas vu le métier d'ingénieur, mais si vous le regardez, vous allez voir Olivier qui lui travaille sur une machine pour fabriquer des banques de cellules dérivées de cellules embryonnaires, parce qu'on sait dans la population française qu'il y a X personnes avec quel type de système HLA. Là, je vous parle chinois, les enfants, mais c'est ce qui permet de recevoir des greffes ou de les rejeter. Donc ça, on s'est typé avec ce système une partie de la population française. On dira, je ne sais pas, il y a 15% de personnes en France qui ont ce type de système HLA. Et puis il y a 30% qui ont un autre système. Et du coup, ils vont développer des banques de tissus, de cellules, dérivées de cellules embryonnaires, de peau, d'œil, qui vont correspondre à chacune des catégories. Donc ça, c'est dans le deuxième temps. Pour répondre et pour greffer définitivement, sans rejet possible, ces cellules différenciées à partir de cellules souches embryonnaires. Je ne peux pas tout dire en mais c'est des très bonnes questions. C'est leur propos. Oui, alors moi j'ai un train à prendre, donc si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous remercier pour votre attention. Et puis je vous souhaite une bonne continuation. Et puis encore, merci de votre accueil. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour tout le monde. Bon, c'était pas trop prévu, mais je vais vous parler un petit peu du Téléthon et puis de l'AFM. Alors, a priori, beaucoup d'entre vous n'avaient jamais entendu parler du Téléthon. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est? Il y en a qui ont déjà vu des manifestations Téléthon, ou il y en a qui ont déjà vu le Téléthon à la télévision ou pas? Oui, ça vous avez déjà vu à la télévision. Donc ça vous parle. Est-ce que vous savez à quoi ça sert? Oui. À récolter des cours pour la recherche. Oui, notamment. Voilà. Donc, le Téléthon, donc c'est 30 heures, toujours le premier week-end de décembre, sur France 2, France 3. Et effectivement, ça sert à récolter des dons pour plusieurs choses, notamment pour financer la recherche, ce qu'on vient de voir, des laboratoires comme le Généton, ce qui était très vrai au début, et puis aussi pour aider les familles. Parce que c'est aussi une des missions de l'AFM Téléthon, c'est aussi d'aider les familles dans leur vie au quotidien, de faciliter la recherche pour améliorer des trucs tout bêtes, mais les fauteuils roulants, des choses comme ça, de permettre aux familles à accéder à ces technologies, de permettre aux familles d'accéder aussi aux différents parcours de santé et tout ça, de les accompagner dans leur vie au quotidien, parce que quand on se retrouve par exemple avec un enfant handicapé, c'est pas forcément facile, on sait pas forcément toujours
vers qui se tourner ou comment faire. Donc l'AFM, elle est là aussi aux côtés des familles pour les aider, pour leur apporter un soutien logistique. Et puis voilà, il y a ce côté soutien financier. Donc il y a vraiment le côté, on finance la recherche, mais aussi on aide les familles là-dedans. Donc c'est une association qui avait été créée par des familles de parents, notamment de la myopathie de Duchenne. Et à l'époque, c'était quelque chose, voilà, c'était pas trop connu, personne ne savait trop quoi faire. Et en gros, ces familles-là, elles apprenaient juste à leurs enfants à mourir. Donc elles se sont dit, on peut pas laisser ça comme ça. Et donc ils se sont regroupés, ils ont essayé de faire en sorte de rencontrer des médecins, de faire se rencontrer des médecins, des chercheurs, des familles, pour que tout le monde puisse travailler ensemble. Et c'est né comme ça. Et donc le premier Téléthon a été mis en place pour essayer de récupérer de l'argent pour ça. Donc il faut savoir que c'est quelque chose qui est très, très transparent. C'est-à-dire que tout le monde peut savoir, voilà, je fais des dons, on sait où va l'argent, on sait comment il est réparti. C'est quelque chose qui est très contrôlé à ce niveau-là. Et donc ça peut on peut agir de plusieurs façons. Donc il y a le Téléthon, le plateau télé, que tout le monde a déjà vu. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent un peu partout localement. Donc en fait, on a des associations qui disent nous on va faire une manifestation pour le Téléthon. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit tiens, nous on va faire une randonnée, nous on va faire une rando quad, nous on va faire des galettes, on va faire des gâteaux, on va les vendre. On a vu des étudiants dire dans un lycée tiens, moi je vais faire je vais fabriquer des bracelets, je vais les vendre au profit du Téléthon. Donc ça c'est des choses, quand vous passez dans la rue, on voit des grandes banderoles jaunes avec marqué Téléthon dessus. Ce sont des manifestations où en fait l'argent qui va être récolté par ces ventes va revenir à l'AFM Téléthon. Et puis il y a aussi donc des gens qui veulent juste faire un don, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller acheter des gâteaux, qui vont en acheter, mais qui disent tiens, moi je veux aider l'AFM Téléthon, donc je vais faire un don. Donc pour ça, soit sur les animations que vous allez voir, il y a des urnes et on peut mettre des sous dedans, on peut mettre un chèque. Soit on peut appeler le 3637. Alors ça, pour ceux qui ont déjà vu l'émission, ils le répètent tout le temps, appeler le 3637. On peut aussi décider de donner toute l'année en disant moi je donne 10 € par mois par exemple pour l'AFM Téléthon. Voilà. Et alors, moi je pense que ce qui est important aussi de retenir, et Claire Bichat vous l'a dit, c'est-à-dire qu'effectivement l'AFM, elle s'occupe de maladies neuromusculaires, elle s'occupe de maladies rares. Mais ce qu'elle vous a montré, c'est que la recherche qui est faite pour ces maladies rares, en fait, elle sert aussi pour d'autres maladies. D'accord? Donc, il y a beaucoup de gens qui vont nous dire, oui, c'est bien, le Téléthon, c'est bien, mais nous, on n'est pas concernés. D'abord, la myopathie de Duchenne, il y a un fort pourcentage de la population quand même qui est atteint. C'est une maladie qui touche des enfants. Mais elle vous disait tout à l'heure, il y a plus de 3 millions de personnes en France qui ont une maladie rare finalement, donc ça peut arriver quand même à n'importe qui, et ça peut arriver à l'âge adulte sans qu'on l'ait su avant. On peut être diagnostiqué bébé, mais on peut être diagnostiqué à 20 ans, à 25, à 40. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde, mais aussi toutes ces recherches, vraiment, elles peuvent servir notamment pour traiter l'infarctus par exemple. Ou ce qu'elle vous disait pour la DMLA, donc la maladie dégénérative au niveau des yeux, c'est quelque chose qui touche les personnes âgées et qui touche de nombreuses personnes. Donc effectivement, ces recherches-là peuvent après servir, si d'autres labos s'y intéressent, peuvent servir pour financer des maladies beaucoup plus courantes. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions particulières là-dessus. Sur le handicap ou sur... Par rapport à ce que vous avez dit sur le fait d'agir. Donc Madame Bichat, en fait, elle vous a présenté comment devenir chercheur, comment agir. Mais il y a aussi un rôle que tout citoyen peut avoir, c'est le don. Donc il y a le don, évidemment, de sang, il y a le don de moelle osseuse, il y a aussi le don de spermatozoïdes et d'ovules qui se fait. Et ça, vous êtes trop jeune pour l'instant parce que vous n'avez pas 18 ans. Mais dès que vous avez 18 ans, c'est une action que chacun peut faire et que chacun peut distribuer aussi comme information autour de soi. Voilà.